Alors, bonjour à toutes et tous, et merci à tous ceux, Sandrine, Jean-Renaud, Christelle, les Cherche Midi et les instituts du CNRS, mais aussi le Collège de France qui ont soutenu la réalisation de la publication du livre « Le Grand Rift africain » et de ce colloque. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail interdisciplinaire et à plusieurs sur l'exploitation des ressources du Rift dans le temps et l'espace. Donc je vais un peu suivre le trame du livre même, mais vous allez voir, je vais quand même parler dans un peu plus de détails sur certaines choses. Donc le continent africain est riche en ressources naturelles telles que minéraux, forêts, faune et ce qui a particulièrement concerné les humains depuis le début de l'agriculture, puis l'industrialisation, la terre arable, le gaz naturel et le pétrole, entre autres. Ce continent, dont le Rift africain a une place importante, est à l'origine d'une proportion énorme des ressources naturelles du monde, comme par exemple 65% des terres arables et 30% des réserves minérales, mais seulement 10% des ressources d'eau renouvelables. Pourtant, aujourd'hui, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, UNEP, plus que 70% de la population africaine dépend sur des forêts et des régions boisées pour leur subsistance, ce qui fait que le capital naturel est à la base de l'économie du continent. Et toutefois, aujourd'hui, presque la moitié de la population du Rift africain est confrontée à des conflits, à des crises humanitaires et à l'insécurité alimentaire. Ce lieu privilégié de l'évolution de notre espèce est privilégié grâce en grande partie à ses ressources diverses et à l'activité sismique et géologique qui les a créées, dévoilées, abritées. Mais ces mêmes ressources sont aussi à l'origine de l'exploitation, de la colonisation, de la déposition et des déplacements, de la pollution, des tensions ethniques et des guerres modernes des populations et des pays du Rift. De mieux comprendre ces ressources, leur approvisionnement, leur cheminement et leur utilisation à travers le temps et l'espace permet d'avoir les connaissances nécessaires pour faire face aux défis climatiques, politiques, économiques et sociétaux actuels dans la région, mais aussi au-delà, et de trouver des solutions qui permettront un avenir plus écologique, plus durable, plus sain, plus respectueux et équitable pour tous. Il faut savoir que la diversité écologique du Rift africain est due aux caractéristiques géologiques et topographiques de la région. Elles sont le produit d'un rifting et d'un volcanisme qui ont créé les hauts plateaux, des dépressions et les milliers de volcans qui modifient continuellement le paysage, déterminant à la fois des risques, des moyens de subsistance et de ressources. La géologie et l'environnement du Rift ont ainsi fourni aux humains d'hier et d'aujourd'hui les ressources nécessaires pour évoluer dans cette région et y prospérer, même au-delà de ses frontières. Depuis 12 millions d'années, les zones boisées offraient à nos ancêtres des micro-habitats favorables, dotés d'ombrage, d'abris, de nourriture et d'eau potable, et ont ainsi été déterminantes en termes de survie et de dispersion. À certaines périodes, elles ont même pu être considérées comme des zones refuges, les espèces y disposant de ressources stables, quasi insensibles aux variations climatiques pendant des dizaines de milliers d'années et au-delà. De même, dans les zones les plus basses et les plus arides du Rift, l'accès à l'eau potable détermine la survie des espèces et le mode de vie des sociétés. L'activité tectonique, la sédimentation et l'érosion spécifiques de régions comme l'Afar, la dépression du Turkana ou les gorges d'Olduvai ont permis la préservation des restes d'un grand nombre d'animaux, parmi lesquels les premiers représentants de la lignée humaine. Le Rift atteste ainsi une longue histoire de transformation biologique, sociale, culturelle et économique des humains, inextricablement liée aux ressources de l'environnement. Les chasseurs-cueilleurs utilisaient déjà les nombreuses ressources lithologiques du territoire pour leur subsistance, ainsi que pour se parer et s'abriter. Combinés aux os et à la peau, les bois et les plantes du Rift fournissaient des matières premières nécessaires à la fabrication de harpons, de colle,
de vêtements et de paniers, entre autres. Ces environnements ont ainsi permis au groupe du Rift de conserver une vie de chasseurs-cueilleurs exclusive jusqu'à il y a environ 5 milliers d'années, lorsque les animaux domestiques sont devenus partie intégrante de leur mode de vie. Alors, avec le pastoralisme et le commerce, les villes ont prospéré partout en Afrique. L'agriculture et l'architecture sont devenues essentielles au développement des premiers cités-États. Les projets de construction monumentale, comme les obélisques, les barrages et les terrasses agricoles, nécessitaient alors du bois issu de grands arbres, présents uniquement dans les forêts de haute altitude, et des pierres disponibles en grande quantité dans tout le Rift et ses plateaux voisins. Avec l'avènement du christianisme et plus tard de l'islam, les routes commerciales maritimes et terrestres se sont établies de façon durable, et ces matières premières ont acquis le statut de marchandises majeures. Le Rift est devenu une voie de communication stratégique entre la côte Swahili et le monde de l'océan Indien, la mer Rouge, le bassin du Nil et l'Afrique centrale. L'Afrique produit toujours quelque chose de nouveau, a dit Pline Ancien. Mais nouveau pour qui ? Ces choses nouvelles et merveilleuses font du Rift africain un lieu unique dans le monde, reconnu non seulement par nous, ici, aujourd'hui, mais aussi à travers des anciens récits qui confirment l'importance historique de cette région, de ses populations et de ses ressources dans l'espace et dans le temps. Mais ces choses, dans leur diversité, ne sont pas nouvelles pour ceux qui y habitent. Ces choses ont permis à certaines populations du Rift de survivre indépendamment du monde extérieur, comme le témoigne la persistance de la chasse et la cueillette bien après la néolithisation des régions voisines. Dans certains endroits, ces mondes de vie persistent jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, cette indépendance permettait à renforcer les liens et les connexions avec le monde extérieur, et pas le contraire, car la région est au centre des migrations, des voies d'interaction et d'échange, tout en ayant gardé sa propre identité et façon de faire. Aujourd'hui, la surexploitation des ressources, comme l'eau, devient encore plus frappante. Elle devient encore plus frappante qu'avant, car elle est couplée de conflits et d'un réchauffement climatique qui affecte de plus en plus les zones les plus extrêmes de la région, avec parfois des conséquences dévastatrices. Je passe aux minérales d'abord, ressources minérales du Rift. Ils sont conditionnés par la géologie et le climat, sont multiples et ont considérablement évolué dans le temps et dans l'espace. Pour illustrer l'importance d'une de ces ressources, nous allons focaliser sur une roche volcanique en particulier, l'obsidienne, qui a été appréciée par les artisans de la préhistoire depuis au moins 2 millions d'années pour la fabrication d'outils et en raison de son tranchant sans équivalent, de sa brillance et de sa beauté. Cette roche se forme dans certains volcans dans lesquels les magmas basaltiques ont évolué vers des laves visqueuses, enrichies en silice et en alcalin. Sa couleur peut varier selon la teneur en fer et son degré d'oxydation. Le Rift possède d'abondantes sources d'obsidienne, dont beaucoup sont d'une qualité extraordinaire. On en retrouve à de longues distances de leur lieu d'origine. Grâce à la signature géochimique de cette roche, il est possible de retracer les distances parcourues par les humains, chasseurs-cueilleurs et agropasteurs, à différentes périodes de leur histoire, et de reconstituer les réseaux sociaux et commerciaux à mesure qu'ils se constituent. Les mobilités et les interactions qui s'aperçoivent à différentes périodes illustrent des relations de longue durée avec des régions lointaines bien avant le processus de domestication ou de développement des cités-États. C'est le cas. Ici, on trouve de l'obsidienne provenant du Rift de l'autre côté de la mer Rouge au Yémen, il y a au moins 5000 ans, ce qui est appuyé par les signatures génomiques de populations qui semblent avoir intermixé pendant des millénaires. On trouve ainsi de l'obsidienne provenant du Rift jusqu'en Égypte à l'époque pharaonique, entre 4500 et il y a 1800 ans.
Les Égyptiens le prisaient surtout comme lapidaire utilisé pour fabriquer des miroirs et les yeux des masques funéraires. Les textes et les peintures murales de l'Égypte ancienne témoignent plusieurs ressources précieuses qu'on y trouvait, surtout dans le Rift. Les fresques du temple mortuaire à Deir el-Bahri en Égypte, de la reine Hatshepsut, qui est montée sur le trône il y a à peu près 3500 ans, relate une expédition maritime en mer Rouge pour récupérer les choses merveilleuses de Punt, comme il est écrit sur cette boîte à droite, le nom que les pharaons donnaient à la région du Rift il y a 4300 ans. Sur les représentations de la terre de Punt figurent notamment des arbres à myrrhe et à encens, de l'ivoire, de l'ébène, des peaux de bêtes et des animaux vivants, autant de matériaux prisés par les pharaons. Les routes d'échange, tracées par l'analyse de la provenance de l'obsidienne au cours de la préhistoire récente, sont précurseurs de certains processus de néolithisation dans le Rift africain, ainsi que des routes d'échange maritimes antiques. Une autre ressource minérale du Rift qui est exploitée est le sel gemme, combiné parfois au bromure de sodium comme au lac Assal à Djibouti. Le sel, un minéral utilisé pour la conservation et le stockage des aliments ainsi qu'à des fins médicinales, était et reste une richesse majeure du Rift, comme l'attestent les mines industrielles d'Aftera de la région d'Afar en Éthiopie. Et comme l'obsidienne, le sel s'est déplacé avec les humains. Il est devenu prépondérant sur les principales routes commerciales allant des régions côtières de la mer Rouge vers l'intérieur du pays depuis au moins 3000 ans. Ces routes continuent d'être entretenues par les communautés nomades, les Afars, qui utilisent des dromadaires pour transporter la marchandise depuis et à travers l'une des régions les plus chaudes et les plus basses du monde, la dépression du Danakil. Mais il y a aussi les sols de la région qui sont riches en minéraux, ce qui les rend fertiles pour des vastes pâturages et pour l'agriculture, devenue intensive aujourd'hui dans certains pays. Certains végétaux sont aussi spécifiques des hauts plateaux éthiopiens, notamment le teff, l'une des premières céréales à avoir été domestiquée, et l'ancêtre ou faux bananier, dont on consomme la racine, les fleurs et le tronc. Et enfin, l'encens est issu de la résine de l'arbre à myrrhe. Le café, le khat et un miel de la plus haute qualité font partie des ressources les plus réputées et les plus exploitées de la région. Les grains d'Arabica d'Éthiopie et du Yémen sont les ancêtres du café moderne. L'ancienne province éthiopienne du Kaffa a donné le nom du café en Occident, alors que l'Éthiopie et certaines régions de l'Arabie utilisent le terme bonna. Le café est devenu un produit commercial majeur dès le XVIe siècle, avant de devenir l'une des boissons les plus populaires du monde. Puis il y a le khat, dont les feuilles fraîches sont riches en alcaloïdes, molécules aux effets euphorisants et stimulants, et cultivées dans certains pays de la région du Rift à moyenne et haute altitude, principalement en Éthiopie. C'est également là qu'il est le plus utilisé, bien qu'il fasse l'objet d'un commerce important. Par exemple, 20 millions de personnes en mastiquent régulièrement en dehors de l'Afrique orientale. À Djibouti, par exemple, 5 tonnes sont achetées chaque jour par environ 1 million d'habitants. Le miel de qualité que l'on trouve dans la région est lui aussi une ressource phare, surtout appréciée par la population locale, et utilisée en Éthiopie et en Érythrée pour fabriquer du vin de miel, le tej. Parmi les ressources du sous-sol, le Rift peut compter sur les gisements d'hydrocarbures, liquides ou gazeux, du pétrole, en Ouganda et au Kenya notamment, et du méthane, qui peut être d'origine mantélique, comme au lac Kivu, à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Alors que la mise en production du pétrole peut être considérée comme un levier du développement à travers la construction d'infrastructures dédiées, les impacts négatifs sont régulièrement dénoncés, comme par exemple la destruction de l'environnement, le déplacement de population, etc.
Du fait de sa situation géodynamique exceptionnelle, c'est aussi la région du monde, le Rift, qui est dotée des ressources géothermiques les plus importantes de la planète. À l'heure où l'on doit se tourner vers les énergies renouvelables, non émissives en gaz à effet de serre, cette région du monde deviendra, si nous travaillons correctement, une nouvelle zone de développement pour l'humanité, mais durable. Il ne s'agit pas seulement de délocaliser vers l'Afrique l'industrie consommatrice d'énergie, mais surtout, comme l'avait expliqué Suzanne hier, de concevoir un développement au niveau local, maîtrisé par les populations qui vivent sur place et qui ont su s'adapter à des conditions climatiques particulièrement arides. D'autres éléments chimiques, comme le lithium, le bore ou l'hélium, sont fortement recherchés par l'industrie, notamment dans le cadre de la transition écologique. Mais ces activités minières sont également source de conflits et ont un impact négatif fort sur l'environnement. Le Rift africain vante aussi des trésors paléontologiques, archéologiques et géologiques qui contribuent à une importante activité touristique. En Tanzanie, comme au Kenya, le tourisme constitue une des premières ressources financières des pays. Les visiteurs y viennent également pour voir les grands mammifères de la savane. Malgré les centaines de milliers de fossiles retrouvés dans le Rift, témoins d'une riche biodiversité passée, la jeune femelle australopithèque Lucy, qui vécut il y a 3,2 millions d'années en Éthiopie, reste la plus emblématique. Aujourd'hui, des moulages de ce squelette partiel, comme ceux des traces de pas des australopithèques qui ont foulé le sol couvert de cendres de l'Aitoli en Tanzanie, sont exposés dans les musées du monde entier, constituant une ressource éducative et touristique liée à l'évolution humaine. Évolution humaine et rift sont d'ailleurs devenus synonymes. Ces régions riches en fossiles de la lignée humaine, telles les gorges de Louvain, la dépression du Turkana ou la vallée de l'Awash, étant même qualifiées de berceau de l'humanité. Un écotourisme est également apparu autour des déserts, des volcans, comme l'Ertaale en Éthiopie ou le Kilimandjaro en Tanzanie, et des fuméroles, comme Dalol en Éthiopie. Ces sites, tout comme les cheminées de travertin du lac Abe en Éthiopie ou à Djibouti, ou la banquise du lac Assal à Djibouti, peuvent aussi être considérés du point de vue patrimonial. Nous sommes dans un moment clé dans l'histoire du Rift africain. Les pays du Nord, et non l'Afrique, sont les plus grands producteurs d'émissions de carbone au monde. Pourtant, l'impact négatif du réchauffement climatique sur l'économie et la société du continent africain est déjà et sera beaucoup plus important qu'ailleurs. La surexploitation des sources d'eau et de la terre par l'industrie est souvent pour de l'export et de la perte des populations locales est réelle et imminente. Le passé nous informe que les meilleures solutions sont celles à petite échelle et locales, et qu'un bénéfice ne peut être tiré pour tous et à long terme que si ce qui a fonctionné pendant des siècles, des millénaires ou même des millions d'années est respecté, même si les contextes et les enjeux changent. C'est le cas de l'exploitation de l'énergie renouvelable comme la géothermie, mais aussi de la pêche par exemple, une industrie qui produit plus de 600 000 tonnes de poissons des lacs du Rift tous les ans, d'une valeur de plus que 600 milliards de dollars. Bon, en conclusion, et finalement, je voudrais porter votre attention à la silence internationale face à des guerres et des massacres de civils en Éthiopie et au Soudan, comme en Palestine ou en Europe de l'Est, très souvent soutenus par nos gouvernements et nos impôts. Ces guerres et l'industrie des armes qui les alimentent sont en effet les plus grands consommateurs des énergies fossiles et les plus grands producteurs d'émissions de carbone au monde. La destruction de notre planète, le massacre de civils et en conséquence la baisse des ressources pour la culture, la recherche et l'éducation sont tous liés par ces conflits qui auront le plus grand impact direct et indirect sur les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, dont beaucoup des pays du Rift africain. Nous ne devrons donc pas être silencieux et complices. Merci.